Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. On a appris une nouvelle surprenante, voire une mauvaise nouvelle en début de semaine dernière avec l'annonce du départ d'Edu du club en fin de saison. Et on a souhaité faire un petit épisode spécial Edu. Et pour m'accompagner aujourd'hui, deux personnes qui ont bossé le sujet il n'y a pas très très longtemps. Je commencerai avec Jonathan. Salut Jonathan. Salut Raoul, Jonathan qui bonjour tout le monde. avait bien bûché puisqu'il avait participé à un épisode également spécial Edu avec nos amis des artilleurs, mais dans un tout autre contexte, puisque l'idée c'était un peu de le mettre en avant, mais au moment de l'enregistrement et de la diffusion de ce podcast-là, je pense que personne ne se doutait de la bombe qui allait arriver. Et pour m'accompagner également, le président Corentin. Salut Corentin. Salut Raoul, salut tout le monde. Corentin qui a repris la plume justement cette semaine pour faire un petit article sur le départ d'Edu. Merci messieurs de m'accompagner sur cet épisode. Je vous propose un épisode en trois temps. Je vais vous challenger, mais on va parler dans un premier temps du bilan d'Edu, puisque tout le monde se prête à dire que son bilan est exceptionnel, bah, très bon, voire exceptionnel. Mais je pense que avec vous, messieurs, on pourra voir qu'il y a eu quand même eu quelques ratés au niveau des recrutements, notamment. Ensuite, on verra quelles sont les raisons de son départ pour finir un petit peu sur une ouverture à moyen terme et de voir qui, selon vous, serait à même de remplacer Edu dans ses fonctions ou dans un nouveau rôle que le club, pardon, et le board pourraient lui accorder. Avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, et de parler du bilan d'Edu, je vous propose peut-être de rappeler quel était l'organigramme du club d'un point de vue sportif en précisant peut-être les fonctions de chacun. Alors pas en commençant par le président et en terminant par l'intendant, mais peut-être juste pour définir quels étaient les rôles d'Edu et d'Arteta pour voir justement après s'il y a, on va dire, un réaménagement possible. Si par exemple Arteta prenait plus de compétences ou si le club, selon vous, décidera de garder les mêmes rôles. Là où je veux en venir, j'en ai parlé avec Jonathan en off un peu cette semaine, c'est qu'à l'époque de Wenger, Wenger avait un rôle de manager et dans ce rôle de manager, il est en charge également du recrutement. Donc, il est en charge de l'équipe première, mais il avait ce rôle de recrutement. Et à l'époque, c'était Sir Alex Ferguson et Wenger qui avaient un peu créé ce poste-là. Et de plus en plus en PL, les entraîneurs, notamment Mourinho, voulaient avoir des pouvoirs un peu plus importants que ceux que leur accorde le rôle de head manager ou de head coach. Donc, qui s'y colle? Qui peut nous synthétiser, nous rappeler quel est le rôle, puisqu'il est encore en poste finalement, il va faire des barbecues à la maison pendant 6 mois, mais il est encore en poste. Quel est le rôle, la dénomination du rôle d'Edu et quelle est la dénomination du rôle d'Arteta à l'instant T? Messieurs, qui se lance? Je vais laisser Jonathan commencer là-dessus. Ok. Euh, donc, On va souvent te renvoyer la patate chaude. T'es le seul à avoir vraiment bossé Non, mais dessus. je non, compléterai, pas de mais souci, pas de souci. Donc, Edu, il est arrivé en 2019 comme directeur technique. Quelques années après ça, il est promu en novembre 2022 comme directeur sportif. Alors, directeur sportif, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on est vraiment en charge de tout ce qui est responsable du football pour l'équipe première, les hommes, pour l'équipe féminine et pour l'académie. Et on est vraiment en fait un pivot entre Arteta et son équipe de coach et tout ce qui est après le conseil d'administration. C'est lui qui doit fournir une vision claire et superviser tout le département du sportif. On sait que tu parlais avant de Wenger et de Ferguson et de la position omniprésente qu'ils avaient dans leur club. Pour aussi dire que ce sont quand même
des ovnis de la première ligue. Hein. Ouais, Ce clairement, sont oui. vraiment les deux qui me viennent à l'esprit. Tu as évoqué après Mourinho. Le problème, c'est que Mourinho, on sait quand même qu'il a une durée de vie dans les clubs où il est passé, qui est quand même beaucoup plus courte. Et que bon, il a quand même écumé la première ligue. Hein. Il a été 2 fois à Chelsea, il a été à Manchester United, il a été à Tottenham. Et en fait, je pense que les clubs du style Arsenal et Manchester, quand ils ont perdu Wenger et Ferguson, ils se sont retrouvés face à un chantier. Tout s'écroule un petit peu parce que c'est eux qui tenaient toutes les manettes et qui tiraient toutes les ficelles. Donc, on a vraiment voulu commencer à vouloir définir vraiment des zones de responsabilité bien particulières. Et, et un club qui l'a très bien fait, qui a une politique sportive très bien en place, qui est Brighton, par exemple, on voit que ils arrivent à avoir un turnover assez régulier au niveau des coachs, mais que ça tourne toujours. On n'est pas obligé à chaque fois de recommencer, de tout repartir à zéro pour tout reconstruire, parce qu'en fait, c'est vraiment le directeur sportif et la direction qui donnent la vision à suivre. Et après, ils recrutent des entraîneurs en fonction de ça, qui arrivent à se fondre vraiment dans l'environnement. Donc, euh, donc ça a vraiment été le boulot d'Edu, de vraiment voilà, donner la vision qu'il a du sportif, comment on va construire à moyen, à long terme, à pouvoir aussi trouver, à proposer des joueurs à Arteta qui rentrent dans ses demandes à lui et qui se font dans le collectif. Il est là pour concevoir, installer, diriger un plan pour le côté foot, tout en prenant en compte le style de jeu d'Arteta et le recrutement qu'ils veulent faire. Et donc, du coup, ça veut dire que Arteta, son rôle officiel, on va dire contractuel, c'est entraîneur, c'est head coach de l'équipe première, quoi. Il est plus head coach. Il est arrivé comme head coach et il est passé un an après first team manager. Donc il a quand même plus son mot à dire. Je crois qu'il a été promu first team manager à l'été 2020 après la FA Cup. Donc il a quand même plus son mot à dire euh, sur ce dont il a envie et ce qu'il voit aussi. Ok, très bien. Merci pour cette précision. Messieurs, parlons du bilan d'Edu. Comme vous l'a annoncé Jonathan, il est arrivé au club en 2019, C'est ça, ouais. peu de temps avant Arteta, puisqu'il est arrivé au club, c'est encore Emery, si je me trompe pas. Tout à fait, ouais. Mais finalement, le duo Edu-Emery n'aura duré que 6 mois. C'est ça. Pour ensuite aller chercher, et je pense que Edu est en partie responsable de la venue d'Arteta. Si on doit dresser un bilan d'Edu sur parce qu'il va terminer en juin 2025, donc on va dire sur les 5 ou 6 ans où il aura passé au club, alors il y a forcément un bilan, on va dire, trophée, qui sera le même que celui-là d'Arteta, puisque Emery n'a rien gagné. Mais il va y avoir aussi un bilan, et ça tu l'expliquais assez bien dans le podcast, Jonathan, il a mis des choses en place dans le club, il a restructuré, il a quand même beaucoup restructuré dans le club. Et finalement, alors, je vais essayer de m'expliquer. D'une habitude de recrutement un peu cheap que l'on avait, qui était un peu obligatoire vu les dettes du club, parce que tout est lié finalement. Mm. On peut recruter cher quand les finances sont saines, mais là, je veux dire, les finances, c'est pas forcément le directeur sportif qui a la main dessus. Donc du coup, Jonathan, on peut peut-être préciser qu'à un moment donné, la famille Kroenke, quand elle a récupéré l'intégralité du club, a annihilé la dette finalement, a racheté la dette, je sais pas comment on peut le dire. En tout cas, a remis les finances du club saines, ce qui a permis, dans le mandat des Doux, de recruter et d'aller chercher de nouveaux joueurs. Euh, Avant de rentrer comment dirais-je, dans le vif du sujet, dans le détail, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le bilan des Doux est quand même relativement positif. Mm. Est-ce que pour vous, dans son passage au club en tant que DS, en tant que directeur sportif, est-ce que vous avez souvenir d'un moment ou d'un dossier
un petit peu qui fait un peu tâche ou qui aurait fait grincer des dents au sein de la fanbase ou au sein du board ou est-ce que pour vous vraiment tout ce qu'il a fait a été toujours très intéressant, très constructif et a amené le club là où on est aujourd'hui? Votre avis, messieurs? Ben, je pense que quand on parle de bilan d'Edu, déjà, on peut tirer plusieurs bilans. Parce que comme l'a dit Jonathan, en fait, Edu avait plusieurs responsabilités différentes au sein du club. Il n'y a pas que le sportif, il y avait aussi tout l'aspect technique, développement des infrastructures, développement aussi de la vision du club. En fait, on peut pas, le bilan d'Edu, il peut pas aller que dans un sens, en fait. Donc, je pense qu'au niveau du sportif, déjà, oui, il est arrivé quand Unai Emery était là. C'est lui qui a, im- on va dire, implanté l'idée dans la tête des dirigeants qu'il fallait changer de voie managériale. C'est-à-dire qu'il pensait qu'Emery n'était pas la solution à long terme pour le club. Donc, c'est un peu aussi l'arrivée d'Edu qui a amené au départ d'Unai Emery, même si les résultats d'Unai Emery ont quand même parlé pour lui et c'est aussi la principale cause de son départ. Mais Edu a quand même vraiment amené cette idée qu'il fallait quelqu'un qui a une vision à long terme. Et c'est un peu lui aussi qui a proposé le profil de Mikel Arteta aux dirigeants et au board. Et c'est aussi un peu grâce à lui que Arteta est arrivé au club. D'ailleurs, Arteta le dit dans la conférence de presse avant l'Inter de Milan, qu'il a commencé à Arsenal grâce à lui et qu'il lui doit beaucoup de choses et que le début du voyage, il l'a fait avec Edu, quoi. Donc c'est un peu un duo qui a été formé à ce moment-là. Et c'est les planètes aussi qui sont alignées, parce que Raoult, tu parlais de l'aspect financier, parce que Josh Kroenke a commencé à être plus influent au sein du club. Donc Josh Kroenke, qui on rappelle est le fils de Stan Kroenke, et qui a commencé à être plus au contact du club, c'est-à-dire qu'il venait régulièrement aux sessions d'entraînement, qu'il venait au match. Il a commencé à se montrer, on a commencé à voir sa tête un petit peu plus régulièrement. Donc il y a eu une espèce d'alignement comme ça entre Josh qui a débloqué les fonds, Edu, Arteta. Et en fait, tout ce monde-là s'est mis au même niveau sur la vision à long terme du club et a développé cette vision de comment on fait maintenant pour aller chercher un titre. Voilà. Et c'est à ce moment-là où il y a eu une cohérence sportive dans le recrutement. On avait complètement disparu sur la fin des années Wenger et toute la période Unai Emery. Et c'est à ce moment-là où on a pu voir voilà, des recrutements qui ont été taillés pour le renouvellement d'Arsenal et pour le retour d'Arsenal au plus haut niveau. Après, tu parles des tâches un peu qu'Edu a amené les tâches euh, qu'aurait pu avoir Edu dans son passage à Arsenal. Il y a toujours des moments où un directeur sportif fait des erreurs, c'est normal, ça fait partie du job aussi, de tenter des choses, faire des paris. Voilà, il y a toujours des petits arrangements. Je pense à Marquinhos notamment, où Marquinhos, c'est clairement du copinage. Maintenant, on n'est pas dupe. C'est un joueur qui n'avait pas du tout le niveau européen, mais qui, grâce à ses liens avec le Brésil, Marquinhos est un peu arrivé à Arsenal grâce à Edu, et on a vu que c'était pas du tout un joueur taillé pour l'équipe première, ni qui allait s'imposer plus tard par la suite. Donc voilà, après pour le côté un peu, si je dois retenir un côté négatif, moi personnellement, j'en ai pas vraiment. Je retiens beaucoup de positifs de son passage. Après, on pourra peut-être rentrer dans les détails, notamment sur la fin de son passage, où je pense que le dernier mercato, on aura le temps d'en parler, peut-être, euh, n'a pas été au niveau cet été. Mais voilà, ce que je peux dire pour l'instant sur le bilan d'Edu, qui peut être perçu de plusieurs façons. Voilà. Jonathan? Alors, j'essaie de retrouver exactement. Il y avait juste un petit épisode qui a fait un petit peu tâche. Alors, je sais plus si c'est la saison 20-21 ou 21-22 de William Saliba, où il n'est pas inscrit dans l'équipe pour la première ligue. Et en fait, ils ont tellement de dossiers à gérer à ce moment-là, entre l'été 2020 et l'été 2021, je ne sais plus lequel c'est, où en fait, bah, le dossier Saliba passe complètement sous la table. C'est Et en l'année où fait, il il n'est pas repart inscrit en en prêt à première ligue. Marseille?
Oui, mais alors je crois qu'il part plus tard. Il part pas dès le début. Oui, Il gagne du coup quand même 2, 3 mois au club où, 21-22. ouais, ça, 21-22, où bah, il est 3 mois là à stagner parce que bon, bah, il peut s'entraîner avec l'équipe première, mais il joue pas. Et on l'envoie même pas en prêt à ce moment-là pour progresser. Donc, bon, il y a beaucoup qui s'est passé, hein. Faut quand même dire qu'il est arrivé dans un moment où il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et s'il y a vraiment un point sur lequel moi je veux revenir où ça n'a pas été top, c'était la gestion de Saliba à ce moment-là, qui, bon, bah, au final, quand on voit où on en est maintenant, bon, bah, tout s'est bien fini, mais ça aurait pu se passer d'une autre façon. Alors, ce qui est vachement intéressant, parlant du Kaidou, c'est notamment dans la série All or Nothing sur Amazon Prime. Ouais. Euh, on voit, notamment sur le cas Aubameyang, que en fait, si Arteta, depuis son arrivée, fait un peu office de paratonnerre vis-à-vis de ses joueurs au niveau de la presse, etc., au niveau de la fanbase, on voit que Edu fait un petit peu la même chose au niveau d'Arteta, c'est-à-dire que, ce qui est aussi un peu son rôle, c'est-à-dire que sur des sujets un petit peu sensibles, Edu n'a pas hésité à monter lui-même en direct au créneau pour un petit peu délaisser et décharger Arteta de cette tâche-là pour qu'il puisse se concentrer sur le sportif et l'instant présent et la compétition. Donc ça, c'était plutôt intéressant et ça a montré aussi une sorte, bah, le trio d'ailleurs avec Arteta, Edu et Kroenke, montrer une sorte de cohésion et comme une grosse pierre angulaire du projet. Donc ça, c'était super sympa. Euh, le bilan sportif, Dédou est forcément celui de l'Arteta, je vous le disais. Et pour l'instant, je ne vais pas dire qu'il est mauvais, parce qu'il ne l'est pas. Je ne vais pas dire qu'il est bon, parce que. Alors, on peut dire qu'il est bon parce qu'on fait 2 fois deuxième et qu'on gagne un trophée, mais quand on est Arsenal et qu'on veut revenir là où on était, on peut se dire que sur 5 ans, presque 6, c'est pas non plus très excitant. Je pense que, par exemple, Manu, qui est éclaté depuis des années, a eu plus de trophées que nous, si je me trompe pas. Pardon, excusez-moi. Mais si on s'intéresse, alors Jonathan, on en avait parlé en off, du coup, je sais pas si tu as le temps de le faire ou pas, mais si on s'intéresse sur le volet transfert. Alors, Euh, Tu m'avais dit préparer un truc un peu où je t'avais dit mais viens en toute détente. Tu m'as dit non, moi je bosse. Mhm. Et euh, tu voulais parler de la balance des transferts et parce que du coup moi je t'avais challengé, je t'avais donné un exemple où tu m'avais dit ouais mais c'est pas forcément lui. Parce que moi pour moi le plus gros flop de transfert ou en tout cas l'un des plus gros, tu as cité Marquinhos, Corentin, Pépé à 72 millions, alors, ça enfin, bloque aussi quoi. il y a plusieurs trucs déjà, de toute façon. Euh, PP, PP, ça date de quand? 2019? Ça date de été 2019. Ouais, c'est la C'est l'été où transition, c'est où il arrive. c'est l'été où il arrive. Donc, c'est pas lui qui s'en est chargé de ça. Enfin, il est arrivé en plein été 2019. Je pense pas que c'est lui qui a commencé à gérer ce dossier-là, surtout vu le prix que ça coûtait. À cette époque-là, on avait Raoul Sanlei, on avait Sven Mislintat qui était là. Et donc, je Ah, pense que c'est pas passé par lui, ça, ou alors très peu. Enfin, il est vraiment pas très décideur là-dedans. Il y a plusieurs points, je pense, qu'il faut quand même mettre en lumière. C'est que oui, on peut le parler des trophées, mais bon, il n'est pas entraîneur non plus, il est directeur sportif, donc lui, il est sur le moyen de long terme. Après, c'est vrai que dans le meilleur des mondes, ça doit s'accorder à un moment ou à un autre. Mais quand il est arrivé, et d'où dans le club, l'effectif avait une valeur marchande qui approchait les 600 millions d'euros. OK? C'est pas ouf, hein. Non, par contre, quand il part début janvier, enfin, en début janvier 2024, on était à 1 milliard 2, pardon. Ah oui. 1 milliard 2. Ce qui en fait le deuxième effectif avec la meilleure valeur marchande au monde. Le premier étant Man City, deuxième étant Arsenal, le troisième étant Real Madrid. Donc il a quand même réussi à augmenter la valeur du club de façon spectaculaire, mm. sans faire de gros achats, parce que quand on regarde les premiers étés,
on dépense pas 150 millions sur un joueur à chaque fois. C'est très rare qu'on l'a fait. On l'a fait une fois sur Declan Rice. Mais avant ça, ça a été sur des joueurs jeunes. Enfin, il suffit de regarder Odegaard. Odegaard, ça reste quand même. On l'a acheté 35 millions d'euros. Faut regarder maintenant sa valeur. C'est Ah, c'est impressionnant. le plus gros hold-up, je crois, d'acheter Odegaard à 35 millions, quoi. Et donc, on regarde aussi les joueurs. Enfin, et donc, non seulement il a réussi à augmenter la valeur de l'effectif, mais il a très bien géré aussi la rétention des joueurs. Aujourd'hui, on a un Bukayo Saka. Son contrat, il expire en 2027. Odegaard, 2028. Declan Rice, 2028. Jesus, 2027. Martinelli, 2027. Kai Havertz, 2028. Donc, on a quand même, dans tous nos joueurs, enfin, dans les 20 joueurs au monde qui ont la meilleure valeur marchande, on a un bon nombre qui sont dedans. Et quasiment tous ces joueurs sont avec nous encore jusqu'à minimum 2027. Donc, ça reste quand même du très beau travail. Contractuellement. Après, contractuellement. Ensuite, quand on parle, alors ça, je sais pas si c'est enfin, positif ou négatif, mais on est toujours à se dire, Arsenal, faut dépenser plus, faut dépenser plus. Déjà, on ne fait pas ce qu'on veut. Surtout que depuis quelques années, il y a quand même, on peut parler du fair play financier. Le fair play financier, ça touche surtout l'UEFA. En Angleterre, ça s'appelle le PSR Rules, Profit and Sustainability. En gros, on met des règles en place pour éviter que les clubs partent en banqueroute. On va pas rentrer trop en détail là-dedans. Artilleur a fait un super épisode dessus, donc on va pas rentrer dedans, c'est vraiment très technique. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que sur une période comptable de 3 ans, les clubs ne peuvent pas perdre plus de 15 millions de pounds. Donc ça veut dire que si l'été 2020, tu dépenses comme un malade, faut t'assurer que l'année d'après, tu dépenses moins. Et donc nous, c'est vrai qu'on a énormément, enfin, on dépense quand même énormément comparé à ce qu'on vend. Et c'est pour ça que l'été 2024-2025, il fallait faire extrêmement attention. Pour donner un exemple, j'ai pris depuis l'été 2019 jusqu'à l'été 2025, et en fait, j'ai fait les calculs entre qu'est-ce qu'on dépense en achetant des joueurs et qu'est-ce qu'on gagne en vendant. Bah, en moyenne, par an, on dépense 110 millions de pounds. 110 millions d'euros, pardon. Ça, c'est la balance. On perd, on sort de notre portefeuille 110 millions chaque année. Pour donner un exemple, Brighton, depuis l'été 2019, c'est une perte de 16 millions par an, comparé à nous 110 millions. On sait aussi comment vend Brighton, hein. On sait ils font des super coups parce qu'ils ont un système bien particulier. Donc ça, enfin, je voulais juste un peu parler de ça pour remettre un petit peu en lumière ce qui s'est passé l'été dernier et qu'on n'a pas commencé à dépenser comme des malades de partout. Et c'est vrai qu'au niveau des achats, on a fait quand même des très bons achats. On arrive à garder nos joueurs ne partent plus, pour l'instant en tout cas. Mais alors, il y a un endroit où il y a encore de la place pour s'améliorer, c'est quand même la vente des joueurs, où là, Mhm. c'est quand même, il y a beaucoup de place pour l'amélioration. Surtout quand on regarde l'été dernier où bah, il y a des joueurs qu'on fait pas trop jouer parce qu'ils sont pas trop bons, mais dont on veut les vendre l'été d'après. Et le problème, c'est que s'ils n'ont pas de minutes, ils gagnent pas de valeur, personne les voit et du coup, du coup, on se retrouve comme le 29, 30 et 31 août dernier où on est bloqué dans les derniers jours pour faire partir, bon, pas un Smith Rowe, mais pour faire Ouais. partir un Parce Nketiah, un que Nelson, un Ramsdale. Smith Rowe, Et, c'est un bel contre-exemple, hein. Et ouais, absolument. Oui, mais bon, c'est le seul. Et du coup, on se retrouve à récupérer un Neto pour couvrir Ramsdale, sauf que Neto, Première Ligue, on oublie, Champions League, on oublie, Carabao Cup, il peut pas y jouer parce qu'il avait déjà commencé dans son Mhm. précédent club, et peut-être en FA Cup si on a un tirage facile. Sterling, le transfert qui est géré à 23 heures le vendredi soir. Bon, Pour moi, donc pour moi, si on devait parler de moments sombres ou moins bons, pour moi, le recrutement de cette année, le mercato estival, pour moi, c'est le point sombre de la période Edu, si je peux me permettre, hein. mais c'est quoi qui est sombre pour toi? L'argent dépensé ou les profils qu'on est allé chercher? La stratégie. Ou le timing?
la stratégie de mercato. Parce que, parce qu'à un moment donné, et c'est là où, de toute façon, on va y venir, la raison de son départ, etc. Parce qu'il y a la raison annoncée. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un petit truc derrière. Et je vais vous en parler, je vais vous demander votre avis. Parce que pour moi, le cas Ramsdale a déjà été un cas de friture. J'en suis persuadé. Je suis persuadé que quand tu as un gardien du niveau de Ramsdale et qu'on te demande d'aller chercher un gardien soit dit en passant, espagnol, qui vaut mieux, etc., alors que tu vas revendre Ramsdale un an après, que tu vas perdre de l'argent dessus pour aller chercher, et tu l'as bien souligné, Jonathan, des gardiens en dernière minute dans les dossiers qui sont un petit peu quand même borderline. Je suis pas sûr que tout ça était en totale coordination et adéquation entre Arteta et Edu. Mais le cas Sterling, et Louis en parle dans certains de ses tweets en perso, Louis de Lasso, pour ceux qui n'auraient pas la ref, Sterling, c'est vraiment. Alors on s'est dit, ok, vu ce que l'on va payer, on peut pas trop se planter parce qu'il ne nous coûte pas grand-chose et que bah, s'il nous fait deux éclairs de génie dans l'année, limite c'est rentabilisé. Mais d'aller chercher un joueur comme ça en prêt à la dernière journée, me dis pas qu'à un moment donné, ils n'étaient pas tous en mode urgence. Euh, Mais surtout que ce joueur, tu ne l'utilises même pas. Tu cours après le score contre Newcastle, tu ne l'utilises pas. Tu cours au score contre l'Inter, tu ne l'utilises pas. Ouais, mais ça, alors, par contre, ouais. Alors, moi, je différencie parce que tu as le mercato et en fait, après, tu as la qualité du joueur qui fait qu'il joue ou pas. Oui, mais bon, Combien de joueurs on a déjà pris, même à Arsenal ou dans d'autres clubs, ils font partie du mercato et les mecs, ils vont quasiment pas jouer. Et Sterling, sur la saison, il ne jouera quasiment pas, de toute façon. C'est, j'entends Raoul, je veux juste te faire, enfin, je veux juste mettre en perspective à quel endroit il se trouve dans la hiérarchie, dans la tête de Arteta. Donc, on allait le chercher le dernier jour à l'arrache, et en plus de ça, bah, enfin, il se retrouve directement à jouer vraiment des miettes, quoi. ouais. Il joue de la Carabao Cup et terminé. Hmm. Bah, moi, je pense que Sterling, c'est un exemple concret de comment procèdent les clubs, c'est-à-dire entre un coach et un directeur sportif, et on en a parlé en off, Jonathan, mais on va le repréciser ici pendant l'épisode. C'est un coach, il dit pas, moi, je veux un tel, et je veux que lui. C'est, en gros, j'ai besoin d'un ailier droit, polyvalent, qui peut jouer dans l'axe, rapide, technique, capable d'être la doublure de Saka ou de Martini, etc. Et après, derrière, tu as les recruteurs qui font une liste et qui regardent ce qui est possible, pas possible, ce que ça coûte, ce que ça coûte pas, et ce que financièrement le club est prêt à mettre. Donc, je pense que Sterling, euh, même si Arteta a dû dire à la fin, bah ouais, de toute façon, il y a personne d'autre, mais ouais, juste pour dire que, parce que là, on va finaliser la partie bilan d'Edu, mais juste pour dire que le côté bilan, pour moi, il est un peu. C'est la petite tâche dans le parcours d'Edu dans le club. Alors après, c'est pas une très grosse tâche, hein, mais c'est pas ouf. On est quand même allé chercher Calafiori, ce qui est plutôt. Et Merino, ce qui reste probablement de bons recrutements. Je ne vais pas dire de très bons, mais de bons recrutements. Mais il y a quelques. La fin de parcours du mercato, elle est quand même tellement dégueulasse. Et pour la fanbase, on l'a tous mal vécu. Hein. Genre, Mais Corentin, tu c'est pourras le ça que, confirmer, mais on s'écrivait sur Discord en disant, mais et c'est c'est pour ça, quand? laisser autant de business, quand tu laisses autant de business pour la dernière semaine, il y a un souci quelque part, de toute façon. Enfin, Ouais, enfin, pour moi, tu peux pas laisser autant de business à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire? c'est pas faux. Messieurs, on avance un petit peu dans cet épisode et on va parler de la raison de ce podcast. Pardon. Alors, je ne l'ai pas précisé en introduction. Edu a donc annoncé au club qu'il s'en allait. Il a une période, il a un préavis, comme tout à chacun, qui est de 6 mois. Mais il est libéré. Alors, je vais pas dire de. Bon, il est libéré de travailler pendant son préavis. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, jusqu'au mois de juin, Edu, il va être dans sa maison, tranquillou bilou, à recevoir des potes, à faire des barbecues et peut-être à regarder les matchs d'Arsenal, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il n'aura plus d'impact dans le club. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté. Et donc, Edu s'en va pour rejoindre le réseau Marinakis, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui est un réseau d'un homme fortuné dont font partie notamment Nottingham Forest, bizarrement, qui tourne plutôt bien cette année, l'Olympiakos, pardon, et Rio Ave, je crois, un club un peu.
un peu moins connus, où finalement, on a l'impression que Edu était un peu frustré. D'ailleurs, dans The Athletics, Orstein fait un article là-dessus où il disait que l'une des raisons, c'était peut-être que il était frustré par la lenteur de certains dossiers, dans la lenteur de certaines validations ou non d'ailleurs, et que en rejoignant le réseau Marinakis, il semblerait qu'il ait une latitude beaucoup plus importante et un rayon d'action. Alors du coup, le job ne sera plus le même parce que là, du coup, il va être responsable des opérations, mais pour une entité qui a minimum trois clubs, dont Nottingham Forest en PL et l'Olympiakos, waouh, en Grèce. Donc du coup, c'est un autre métier parce que tu vas recruter quelqu'un, mais du coup, comment tu fais le dispatching entre un club plutôt qu'un autre? Voilà. Mais visiblement, pour Edu, ça semble être une évolution. Et là, c'est là où moi je vais mettre un bémol. Du coup, messieurs, première question. Ces raisons de son départ annoncées vous semblent-elles crédibles? Vous en pensez quoi? Est-ce que d'après vous, il peut y avoir d'autres choses? Alors, il y a eu plusieurs raisons d'évoquer au début dans la presse anglaise. Au début, ça parlait du salaire, notamment. Alors, on a appris plus tard que c'était pas du tout vrai, que Arsenal avait fait une proposition à Edu avec un salaire équivalent à ce qu'il allait toucher maintenant à Nottingham Forest. Donc, c'est pas du tout au niveau du salaire, même si dans son prochain poste, il aura un salaire plus conséquent. La raison principale, en fait, c'est, comme tu l'as dit, il va avoir plusieurs, on va dire, clubs à charge du recrutement. Voilà, quatre. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai bugué. Donc oui, il aura plusieurs clubs à charge. Et donc pour un directeur sportif, ça représente quand même une évolution assez importante. Arteta l'a dit en conférence de presse qu'il comprenait totalement son choix et qu'il comprenait totalement son choix et que c'était une superbe opportunité pour lui. Donc de ce point de vue-là, moi je trouve que par rapport pour un directeur sportif, c'est super intéressant de pouvoir gérer plusieurs clubs. Et aussi la raison principale, c'est aussi pour ça qu'on va revenir sur le mercato de cet été, qui est un peu aussi un déclenchement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. J'ai lu des bêtises cette semaine assez incroyables. C'est que cet été, on était un peu lié et freiné par Jonathan a parlé du fair play financier. Ouais. Donc, on a dépensé énormément d'argent sur Declan Rice l'été précédent. Donc, en fait, le board a clairement dit à Edu que aucun recrutement ne serait possible tant qu'il n'y avait pas de vente. Voilà. Donc, l'objectif cet été, c'était plus de vendre que d'acheter. Donc, c'est pour ça qu'on a vu des ventes comme Eddie Nketiah, Emile Smith-Rowe, même si d'un point de vue sportif, on peut faire un débat aussi d'une heure là-dessus sur la vente d'Emile Smith-Rowe, mais ça a quand même rapporté de l'argent au club. Ça a rapporté 40 millions d'euros, qui moi je pense que c'est une très bonne vente pour le club, si on prend en compte les antécédents de blessures d'Emile Smith-Rowe. Il a vendu Nketiah, il a vendu Ramsdale, donc ça a rajouté quand même de l'argent au club, mais ces ventes-là, elles ont tardé. Donc c'est pour ça que il y a eu un petit peu il y a eu un petit peu de, on va dire, de flottement cet été dans le recrutement. Calafiori, on était dessus depuis très longtemps. On a tardé à faire l'offre parce que on s'est activé quand le Real Madrid a commencé à faire une offre dessus. Donc c'est à ce moment-là qu'on a foncé sur Calafiori. Mais voilà, c'est un peu le point noir de cet été. Et c'est là où je pense, Edu en a eu un peu, on va dire, à la casquette, c'est qu'il était complètement limité par cet aspect fair play financier. Et c'est ce qu'il a, et c'est ce qui, Il je, y a une sorte de frustration. On peut ouais, s'imaginer qu'il y avait des gros noms qui pouvaient potentiellement nous voilà. rejoindre. Je pense que ça va. Après, c'est aussi le rôle c'est aussi le rôle du directeur sportif de s'adapter à la politique financière, d'adapter la politique sportive à la politique financière et aux obligations financières qui, pour le coup, ne sont pas propres à Arsenal et à la construction d'un stade ou quelque chose, mais il y a une vraie politique au niveau de la PL. Ok, donc juste pour remettre en lumière les derniers propos de Corentin qui étaient très justes,
Euh, j'ai parlé tout à l'heure des dépenses moyennes que faisait de l'argent en moyenne que dépensait Arsenal chaque été, qui depuis 2019 et chaque été en général, on sort du compte 110 millions d'euros. L'été 23-24, quand on a Kai Havertz et Declan Rice qui sont signés, entre les arrivées et les sorties, on dépense 166 millions. Pour exemple, été 2024-2025, on n'en dépense que 25 de millions d'euros. Donc ça fait vraiment, on sent que le club s'est tout de suite serré la ceinture. Au-delà du financier, parce que ça, que Edu l'aime ou l'aime pas, cette politique du PSR, qu'il soit Nottingham Forest ou Arsenal, il l'aura. Il y a aussi le fait que bah, Richard Garlick a été promu managing director avec le départ de Vinay. Donc, non pas qu'ils s'entendent pas, hein, c'est pas ça, mais c'est que Edu, c'est quand même quelqu'un d'un petit peu carriériste. Ok, il a arrêté le foot quand il est revenu au Brésil au Corinthians. Il est passé directeur technique. Après ça, il est passé à la Seleção. Après ça, il est arrivé chez Arsenal comme directeur technique. Après ça, comme directeur sportif. C'est quelqu'un qui veut évoluer. Donc, même si on lui propose plus d'argent, ça va pas lui changer son compte en banque, oui, mais pas son quotidien. Et donc là, en fait, il avait Richard Garlick qui passait au-dessus de lui. Donc pour lui, l'avenir est un petit peu bloqué. En plus de ça, il y a James King qui rejoint le club, bah, je crois aujourd'hui d'ailleurs, comme directeur des opérations football, même si ce sera beaucoup plus orienté finance, tout ce qui est légal aussi. Mais voilà, pour lui, pour son développement personnel, l'avenir était un petit peu bloqué. Donc c'est ça qui lui a poussé aussi à prendre un nouveau challenge où il part comme CEO. Donc déjà, ça va lui changer son titre considérablement et il va avoir vraiment une zone de responsabilité beaucoup plus grande en tout cas. Voilà, et c'est là-dessus que je voulais finir aussi, c'est cet aspect club multipropriété. Ça reste une évolution en tant que directeur sportif et je pense que pour lui, c'était une évolution une évolution de carrière assez logique. Et par rapport au fair play financier, oui, il l'aura toujours quand il va devoir gérer le recrutement de Nottingham Forest, par exemple, mais il aura des rôles quand même beaucoup plus importants et beaucoup plus variés, en fait, en gérant plusieurs clubs. Donc c'est la raison principale de son départ, quoi. Ouais, alors après, c'est là où tout le problème des clubs ou des propriétaires multi-clubs, plutôt que de dire comme ça, c'est qu'à un moment Mm. donné, si Edu est bloqué par le fair play financier avec Nottingham Forest, il peut acheter un énorme joueur pour Rio Ave et le passer en Et prêt le prendre en derrière. prêt. Tu... Ah ouais. Et Bah, ça, c'est ce que fait Chelsea avec Strasbourg, c'est ce que fait City exa- avec 3 et exactement. Rome. Et ça fausse quand même. Et nous, on n'a pas de deuxième club comme ça, tu vois, où on pourrait. Si, on pourrait le faire avec les Colorado Rapids, mais je pense que c'est pas le même Ouais, ça aurait été calibre. drôle de voir Ødegaard signe au Colorado Rapid, mais est directement prêté. Euh, ouais, donc du coup, si je résume un petit peu, il y a cette notion de, euh, à demi avouée par Edu, mais de manque de rapidité, de manque de spontanéité. Le côté budgétaire, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal. Je parle pas salaire, hein, mais je parle de respect du fair play financier. C'est quelque chose que j'ai du mal à comment dirais-je, à me dire que c'est rentré en considération dans une sorte de friture sur la ligne dans le club, parce que cette règle-là, elle est, encore une fois, elle n'est pas imposée par le club par rapport à des investissements qui ont été faits par le club, mais elle est imposée par l'APL. Donc du coup, on est à peu près tous à la même enseigne. Et quand tu signes Declan Rice pour 105 millions de livres et que tu signes Havertz pour 55 millions de livres, je crois, tu sais très bien que l'année d'après, ou en tout cas que sur un équilibre de 3 ans, si tu vends pas massivement, tu arriveras pas à équilibrer. Donc ça, moi j'ai un petit peu de doute. J'ai pas, j'ai aucune certitude, hein, mais j'ai un petit peu de doute. Moi, j'ai l'impression que, et on va terminer sur les raisons de son départ là-dessus. Alors, mais bien sûr, j'ai envie d'avoir votre avis. Moi, j'ai l'impression que le couple Arteta Edu
a connu une vraie dispute de couple avec le début de saison. Et je pense que là, on n'est pas, il y a un manque d'alignement entre les deux parce qu'on a toujours dit qu'il ne faisait qu'un, que le rapport était génial, etc., etc. Mais là, j'ai l'impression que Edu, qui est quand même un ancien Alors, footballeur, quand il voit la façon dont on joue, quand il voit probablement certains choix, quand il entend les dispute, sorties, ouais, une petite dispute de couple comme ça. Je sais pas ce que vous en... dispute de couple, je sais pas. Par contre, on sait qu'il y a quand même un dossier que dont tu as parlé un petit peu plus tôt, qui cristallise toujours un petit peu les tensions, c'est la gestion des gardiens. Bon, Raya, on sait que depuis le début, Arteta le voulait. Arteta a un entraîneur des gardiens, Inaki Kanya, qui a quand même sa voix porte et quand il veut quelque chose, il se fait entendre. Par exemple, c'était lui qui avait poussé pour le recrutement de Alex Runarsson. On se souvient de la masterclass de ce monsieur-là, qui a pas fait long feu. Et en fait, il y a eu ce recrutement-là, c'est pas trop passé. Et attention, Coco, on va quand même faire attention à ce que tu fais parce que bon bah, comme tout le monde peut te planter, mais bon là, c'était comme un bon plantage. Euh, Après ça, il y a eu Ramsdale, il y a eu Raya. On sait que la venue de David Raya a mis un peu le bazar dans l'équipe de coach d'Arteta, à tel point que Steve Round, qui était le deuxième assistant d'Arteta, est parti par Il est parti, rapport à ouais. la par rapport à cette gestion du dossier Raya Ramsdale. Ensuite, l'été dernier, Inaki Kanya poussé pour le recrutement du gardien espagnol, Mm. ok, qui a fait que bah, on a poussé le recrutement d'un gardien vraiment bah, à la limite de la fenêtre du mercato. Ça s'est pas fait pour des raisons financières où on leur a mis un certain prix, mais en fait toutes les semaines bah, le tarif augmentait. Jusqu'à ce que là, c'est Edu qui step in et qui dit OK, on va arrêter les bêtises là, parce qu'on est le 30 août et pour l'instant on n'a personne. Et on a Aaron Ramsdale qui est dans un hôtel à Southampton en train d'attendre le feu vert pour aller faire sa visite médicale. D'où le recrutement in extremis de Neto. Donc, c'est pas ça, je pense, qui déclenche complètement une crise ou quoi que ce soit. Mais je pense que, par exemple, ça, c'est quelque chose qui peut Je peut-être pense aussi un pas. petit peu... Je pense pas que ce soit un déclencheur, mais je me dis juste qu'il commence à y avoir pas mal de friture. Par exemple, je pense que l'utilisation des jeunes de l'académie, euh, un directeur sportif, c'est ce qui doit pousser. Et je pense que Edu aurait souhaité voir un peu plus les jeunes évoluer, notamment de par leurs prestations, etc. Encore une fois, Edu, il voit les matchs comme nous. Tu laisses partir un Smith Rowe. Et si tu laisses partir un Smith Rowe, alors il y a cette obligation de vente, mais c'est aussi parce qu'on te dit que derrière, il y a son remplaçant avec Waneri, mais que tu fais pas forcément jouer quand Odegaard est parti. Et j'ai l'impression que, en fait, tu sais, c'est comme dans un couple. C'est quelqu'un de divorcé qui vous parle, hein. Tu t'avances main dans la main avec ta femme, et puis à un moment donné, ben, tu vis, et puis la philosophie de vie n'est plus la même, la façon de voir les choses n'est plus la même, l'éducation des enfants, la vision d'éducation des enfants n'est plus la même, les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes, et finalement, tu commences un petit peu à te séparer, tu vois. Et s'il y en a pas un qui fait l'effort pour essayer de rattraper l'autre, eh ben, l'écart se creuse, se creuse, se creuse, et puis il y a une séparation. Et moi, c'est vraiment parce que l'annonce, le timing de l'annonce, les gars, il aurait très bien pu dire au club, bon les gars, voilà, j'ai une proposition. Moi, je C'est même m'investis. pas ça. C'est que ça a été fuité. On l'a tous su par une fuite. On l'a pas su par Arsenal. C'est ça Ah, le truc. C'est qu'ils n'étaient pas, ils étaient pas encore d'accord. est-ce que la fuite, elle s'est pas Edu, hein. Mais si, peut-être que c'est Edu, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que si c'était fait correctement. Je veux dire, des transferts qui sont arrivés, on en a jamais entendu parler, il y en a eu. Bien Euh, sûr. là, là, que ça sorte par un... Enfin, moi, le premier, quand j'ai vu l'annonce sur Twitter, j'ai dit, attends, c'est quoi ce truc? Parce que, enfin, Fake news. c'est Au pas comme début, ça on que a ça se tous dit, ouais, on a passe. tous dit, ouais, mais non, pas Voilà. possible, fake Si news. c'était, par exemple, Vinay, c'était super bien fait. Ils ont annoncé ça en septembre-octobre 2023 pour quelqu'un qui part, été 2024. Mm. Là, pour que ça tombe comme ça du jour au lendemain,
Ouais, et c'est ça qui me fait dire qu'à un moment donné, c'est pas que le challenge, le nouveau poste, le financier, le côté carriériste et tout. C'est là où moi je me dis, il y a eu un déclencheur. Parce que c'est quand même sorti super vite et qu'à partir du moment où c'est sorti, le club n'a pas eu d'autre choix que de confirmer l'info, mais dans la journée, hein, je crois que c'était dans. En Nous, fin de journée. on a vu ça, Ce soir, ouais. ouais, on a Mm. vu ça le matin et le club l'a confirmé en fin d'après-midi ou le soir même. Me dis pas que là, il n'y a pas un timing qui est un petit peu super bizarre, quoi. Et s'il y a un timing super bizarre, c'est que derrière, il y a quelque chose. En tout cas, c'est mon point de vue. On C'est peut partager ou pas, mais c'est vrai qu'il y a eu le timing. Le timing pose beaucoup de questions. Après, tu as parlé de la gestion des jeunes et de la gestion du cas des gardiens. Il y a eu aussi le cas Merino, l'info a été sortie dans un article de The Athletic, comme quoi le board, à la base, ne veut pas se pencher sur le dossier Merino, parce que selon Edu, le profil par rapport à l'âge, s'écarte trop des standards que lui a voulu imposer en arrivant au club. C'est-à-dire qu'il voulait des joueurs jeunes, à fort potentiel et qui avaient le niveau de l'appel. de la Première Ligue et d'amener le club vraiment plus loin. Ce Merino s'écartait trop des profils comme Odegaard, Ben White, Saliba, Gabriel, pour ne citer que. Et Donc c'est Arteta qui a poussé. ce profil-là s'écartait trop des standards de recrutement d'Edu et c'est Arteta qui a vraiment poussé pour avoir ce joueur. Donc Donc, là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu un c'est, petit accrochage à ce niveau-là? bah, il y a un désaveu. Il y a un désaveu du directeur sportif. Et c'est pour ça que j'ai Voilà. voulu préciser le rôle de chacun au début de cet épisode-là. Parce que le directeur sportif, il est en charge de la politique sportive. Donc voilà, c'est ça. Donc il se dit dans les coulisses que Arteta aurait de plus en plus de poids dans le recrutement de l'équipe première. C'est le cas aussi, ben, on l'a vu à la fin, Sterling, c'est quand même une relation avec Arteta, Hmm. puisque c'est avec lui qui discute au téléphone, c'est Arteta qui appelle directement Sterling. Donc là aussi, est-ce que c'est pas une volonté d'Arteta en priorité de recruter Sterling sur la dernière journée? Donc Ah, mais dans ce cas-là, il le ferait jouer plus que ce qu'on voit, ben, non? c'est ça le problème, c'est que on comprend pas trop Ah, mais le cas Sterling Arteta, ça fait 5 ans qu'il est parti de City aussi, débat, hein. quoi. Et Sterling, Ouais. il a pris 5 ans, hein. Ouais. Et que non, mais c'est vrai. Et que du coup, bah, un Donc, joueur, en c'est 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. c'est aussi pour ça que peut-être Edu se demande pourquoi avoir poussé sur Sterling alors que au final il ne joue pas. Donc en fait c'est je pense une accumulation de toutes ces choses-là On est d'accord. qui a fait que voilà il y a eu le départ. Mais c'est Une vrai que belle opportunité qui se présente. une nouvelle opportunité qui se présente. Donc voilà. Après voilà le timing de l'annonce est très bizarre. Voilà. Non, Et mais ça ça fuite dans le fait. Daily Mail de Sami Mokbel qui bon pour le coup Euh, il- l'info qu'il a sortie était juste, mais c'est vrai que le timing, en plus, qui tombe dans un moment où Arsenal est dans le dur, Hmm. c'est vrai que c'est problématique, quoi. Mais ça me fait plaisir du coup de pas être le seul à penser ça parce que moi j'ai un petit peu regardé sur les réseaux, j'ai vu des trucs genre ouais Edu c'est pas cool, il part que pour l'argent, Là, ça n'a euh, rien à voir avec l'argent, en mais plus. C'est ça n'a rien à voir et tu pars pas comme ça quand tu es au club depuis 6 ans, ben tu vas terminer ta sixième année depuis 5 ans juste pour un petit détail, c'est pas possible. Et ton exemple de Merino il est juste super clairvoyant parce que, encore une fois, je le disais, le directeur sportif, il va dire, voilà, moi, ma politique sportive, c'est de recruter des joueurs avec ce profil de jeunesse sur des contrats à long terme. Et Jonathan, je reprends tes chiffres où on avait une valeur marchande à l'époque de 600 millions, on est passé à 1,2 milliard, c'est ça, de mémoire. Hum, Parce que pourquoi? Parce qu'on a des Merino, des Saliba, des Havertz, des Saka, des Martinelli qui ont des contrats sur du long terme et avec une valorisation marchande super intéressante, en tout cas aujourd'hui, et que d'aller chercher un joueur qui se rapproche de la trentaine, il a pris c'est quoi, c'est un contrat de 3 ans, Merino? Ouais, ça doit être je 3 ou pourrais pas 4 te ans, répondre. je pense. Bah, de toute façon, il ne viendrait pas pour 2 ans, hein. Hum. Ça me fait penser un petit peu à l'époque où Wenger, il disait à 30 ans, je commence à réfléchir à faire des contrats plus un, tu vois. Alors à l'époque, voilà, ça,
c'était discutable, mais en tout cas, il y avait une vraie politique et en tout cas, et elle était à chaque fois, elle était mise en place. Et donc, Edu, à partir du moment où lui, il dit au club, parce que c'est sa mission, voilà, la règle numéro un du mercato et du profil de joueur, c'est jeune à long terme, et qu'au final, Arteta, en poussant, dit bah non, moi je vais recruter un joueur qui sort de ce cadre-là. En fait, Edu commence à se rendre compte qu'il a plus forcément le poids qu'il doit avoir pour assurer ses fonctions comme il faut et que Arteta est en train de prendre de la place qui n'est pas censée être la sienne. Et moi, je pense que Arteta a un vrai rôle dans le départ d'Edu. Et après, ce que Arteta peut dire en conférence de presse, messieurs, excusez-moi du terme, mais moi, je m'en contrebalance parce que la com d'Arteta en ce moment, elle est au niveau des résultats de l'équipe. C'est-à-dire, elle est dégueulasse, elle est éclatée. Quand j'entends qu'en conférence de presse, Arteta nous dit qu'à Milan, on doit gagner le match et on doit marquer plein de buts sur les occasions que l'on a, mais retrouve-moi les occasions que l'on a. Ah, pour certains d'entre nous, on était au stade. Après, c'est de la communication de crise, Raoul. C'est normal de communiquer comme Ouais, ça ok. dans le Alors à ce faible. moment-là, tu me fais une communication de crise, mais tu prends pas les gens pour. Tu peux dire que oui, on est un peu dans le dur, mais que les joueurs travaillent bien à l'entraînement, que ça va venir, que on va chercher ensemble des solutions. Mais viens pas dire à des journalistes. Je parle même pas des supporters de la fanbase, mais viens pas dire à des journalistes qui connaissent un peu le foot que à Milan, tu dois éclater le match. Voilà. Ah, là, apparemment, c'est toi qui le dis dans le Discord que dans la conférence de presse, c'est la première fois qu'il semble un petit peu agacé et énervé. Hier, il m'a énervé, oui, ça se sent. Ouais. Ouais, bah, à un moment donné, réveille-toi un peu. Et bizarrement, il commence à s'énerver quand Edu pas. Moi, à un moment donné, je pense que, pourtant, le contrat d'Arteta a été prolongé, hein, je crois, hein. Il y a 2 mois de Bah, ça, ils l'ont récemment, je prolongé. crois, oui. Ouais, il y a 1 ou 2 mois. Je me demande si la fonction ne va pas changer. Et du coup, la transition, messieurs, est toute faite pour la dernière partie de cet épisode-là. Et maintenant, on fait quoi? Qui pour le remplacer? Quel profil? Est-ce que l'on garde, est-ce que l'on recherche un profil qui aura une fonction similaire à celle d'Edu, à savoir directeur sportif? Est-ce que l'on prend un profil un petit peu différent, un peu plus porté sur l'aspect financier en laissant à Arteta le choix des joueurs? Quel est votre avis là-dessus? Sachant qu'il y a quand même des noms, je vais peut-être les préciser, qui reviennent assez fréquemment. On parle de Rosicky, qui a été mon directeur sportif au Sparta Prague. Ah, ouais, Mm. Il y a Mertesacker, qui est une solution en interne, puisqu'il est déjà plus en charge de l'académie. c'est ça. Euh, Ça, c'est les deux noms en interne que j'ai vus. Le nom de Wenger, je pense qu'il faut qu'on arrête d'en parler tout de suite. Ça sert à rien. Je vois pas ce que Wenger pourrait apporter. Depuis qu'il est parti, le football a évolué beaucoup trop vite. Et avec tout le respect que j'ai pour cet homme-là, moi personnellement, je le verrai pas revenir. Euh, et peut-être d'autres noms. Messieurs, je vous écoute là-dessus. Bah après, je pense que déjà, ce sera une décision du board, donc c'est eux qui vont prendre la décision. Est-ce on n'a aucune idée de la Alors, vision qui. si tu Ouais. peux me permettre, Corentin, il est quand même revenu plusieurs fois dans des articles de presse spécialisée et relativement sérieuse que le choix du remplaçant d'Edu serait fait en concertation Ah oui, oui, oui. avec Arteta. Et là, moi, Oui, je oui. trouve que c'est la première erreur à faire. C'est-à-dire que si Arteta choisit son homme qui n'est pas capable de le challenger, je vois pas l'intérêt. Si Arteta recherche une caution, moi, je vois pas, hein. C'est deux visions. En fait, c'est deux. Comment tu vois les choses, en fait, comment tu l'abordes. Soit le board, en fait, décide de prendre un candidat qui convient à leur vision et qui pense va challenger Mikel Arteta. Ou alors tu vas dans le sens de Mikel Arteta euh, qui veut avoir enfin, pas que Mikel Arteta et tout son staff d'ailleurs, qui veulent avoir le pouvoir sur le recrutement. Mais si tu le laisses ce pouvoir de recrutement-là, peut-être que aussi ça va t'apporter les résultats que Arteta souhaite avoir. Donc en fait, c'est dans quelle vision tu pars. En fait, pour moi, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise solution. En fait, c'est va falloir choisir va falloir choisir la vision souhaitée.
Mais toi, Moi, Corentin David, en tant que président de l'association mais Arsenal moi, French Club, qui a du poids énorme au niveau d'Arsenal FC, tu partirais sur moi, quelle direction? pour moi, il faut quelqu'un qui part dans le même sens que Mikel Arteta. Sinon, on va à l'avant d'énormes catastrophes, en fait. Parce que Arteta, Arteta, on le sait maintenant, c'est quelqu'un de très têtu. S'il n'a pas ce qu'il veut, ça va très mal se passer et les résultats sportifs, vont en pâtir. Pour moi, il faut une cohérence dans le recrutement. Et jusqu'à présent aussi, le recrutement, c'est pas que Edu, c'est Edu et Arteta aussi, quoi. Ben White, c'est Arteta qui le voulait. Odegaard, qu'on le veuille ou non, il est arrivé à ce niveau-là actuel grâce au management de Mikel Arteta. Euh, c'est ce joueur, c'est Arteta qui a fait progresser ce joueur. Donc, il y a quand même, Arteta a quand même une vision sportive qui est quand même, moi, je trouve exceptionnelle. Pour moi, il faut prendre un candidat qui va dans ce sens-là. Après, ça ne veut pas dire que le candidat choisi, même s'il va dans le sens de Mikel Arteta, ne sera pas le challenger. Euh, Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Donc, à voir quel est le meilleur candidat. Moi, je pense que Mertesacker et un bon profil pour remplacer Edu, même s'il n'a pas du tout le même portefeuille de connaissances, on va dire, qu'Edu. Parce que Edu, c'est quand même quelqu'un qui avait déjà des connaissances dans le passé grâce à son passage au Corinthians et à la CSAO. Il avait déjà un petit peu un pied dans le milieu d'agent, euh, chose que n'a pas Mertesacker et que pourrait par contre avoir quelqu'un comme Rosicky. Mais Rosicky, voilà, il est au Sparta Prague, il est chez lui. Enfin, je pense qu'il a une vie. Il a une vie qui lui convient totalement, donc est-ce qu'il serait prêt à lâcher tout ça pour revenir à Arsenal dans un poste qui, il faut le rappeler, est à très haute. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression sur ce poste-là aussi. Ça, je pense, ça a beaucoup affecté Edu mentalement. Où je pense qu'il aura beaucoup moins de pression à Nottingham ou à l'Olympiakos, même s'il aura des responsabilités plus grandes. Je pense que quand tu es Arsenal, toutes les choses que tu fais font parler dans la presse. Donc il faut pouvoir assumer ce statut-là. Le choix ne va pas être facile à prendre. Pour moi, on est vraiment encore dans le brouillard, quoi. Moi, j'ai du mal à visionner vraiment le candidat idéal. On a parlé du directeur actuel sportif de Manchester City, qui s'appelle Chiki Oui, Begiristain. mais lui, à mon avis, Je prononce très mal le nom, je pense, parce qu'il est. ouais, ouais, je pense que tu l'éclates le nom. Je pense que je On tue le s'excuse. nom. Si vraiment il devait nous écouter, on s'excuse. Mais, Excuse-nous, il est, en mais fait, Tiki qui est basque en fait et qui a un nom un peu voilà, typiquement basque, qui est un proche de Guardiola, qu'il connaît depuis Barcelone, qu'il a suivi à Manchester City. Il s'en va à la fin de la saison. Il est Euh, sauré complet, lui. il saurait. Non, mais je pense qu'il doit être essoré. Tu Ouais, pars ouais, après, ouais. si, après tout ce temps à City, c'est pas pour. Ouais. Après, voilà, il a 60 ans, je pense que. Et je pense qu'il va arrêter ce métier-là. Enfin, peut-être que je me trompe, mais il y a cette piste-là aussi, même si je pense que pour moi, le board a dit qu'il serait prêt à attendre plus d'un an Mais, pour choisir le bon candidat. Pour moi, pour moi, c'est un peu dangereux d'attendre ça. Même si Jason Aito, qui était le bras droit d'Edu, a pris sa place et qui apparemment est très respecté dans le milieu et sa nomination en tant que directeur sportif par intérim ne fait aucun débat dans le club. Pour l'instant, tout va bien. Mais pour moi, attendre un an pour avoir un nouveau directeur sportif, ça me semble un peu tendu, quoi. tu loupes de Mercato, hein. moi, moi, ce que j'ai vu, c'est que déjà, ils sont peut-être à la recherche d'un directeur technique et pas sportif. Donc, commencer peut-être un peu plus petit parce que enfin, C'est un très Edu gros. est arrivé à technique et après, il est Ouais. passé à l'échelon au-dessus. Et donc, directeur technique, tu te refocuses vraiment que sur l'équipe première. C'est vraiment ta zone de responsabilité. Euh, mais il faut savoir aussi que si on embauche quelqu'un, c'est comme Edu, là. Edu, il va être chez lui pendant 6 mois à faire des barbecues, comme le dit Raoul. Mais ce genre de choses, de gardening leave, on appelle ça, c'est quelque chose de très commun quand on est à ce genre de poste dans ce genre de boîte. Ok. Parce que quand on part, on a quand même un savoir, on a accès à des données qui sont très confidentielles. Euh, on va peut-être pas mettre Edu à préparer le recrutement 2025 d'Arsenal
pour que au mois de juillet, il soit à Nottingham Forest à travailler sur un recrutement entre guillemets un petit peu similaire. Donc déjà d'avoir ce genre de choses où il fait sa période de préavis chez lui, c'est tout à fait commun. Mais ce qui est, enfin, je sais que c'est dérangeant d'attendre longtemps pour retrouver quelqu'un, mais si tu veux quelqu'un de bon, il y a quand même beaucoup de chances qu'il soit déjà en poste. Et s'il est déjà en poste, bah, il a aussi un préavis à faire de toute façon. Donc je pense que ça risque d'être malgré tout un petit peu obligatoire. Euh, Au niveau des profils, moi je sais pas, il y a pas, enfin il y a que ce soit Rosicky ou Mertesacker, je vois pas ça. On en a parlé à Raoul, c'est très bien que le club fasse appel à d'anciens joueurs, mais pour moi c'était bien en 2019 quand il y avait un tel désaveu de la fanbase par rapport au club et on était vraiment dans une situation qui était quand même très problématique parce que ça partait dans tous les sens. Maintenant qu'on a vraiment pu recréer quelque chose de beaucoup plus uni, je sais pas si aller chercher d'anciens joueurs, ça va nous servir à grand-chose. Je pense qu'il faut aller chercher quelqu'un qui a une vision différente, qui a fait autre chose et qui peut vraiment pousser le club plus haut. Per Mertesacker, je le vois pas aller challenger Arteta du tout, mais alors du tout, du tout. Euh, et Rosicky, je sais pas, je le connais pas, je suis pas assez familier avec ce qu'il a fait au Sparta Prague pour voir un peu la personnalité de la personne, mais je pense il faut un profil différent et quelque chose qui peut vraiment nous pousser plus haut. Comme dirait Lara Fabian, pour aller plus haut, c'est ça? Si c'est Lara Fabian, je sais même plus. Euh, Moi, je vous avouerai que j'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Mertesacker, j'ai un énorme doute, mais je crois que c'est complètement faussé par le joueur qu'il était. Et que je me dis, après, il peut pas être plus éclaté que le joueur qu'il était. Mais ouais, après, Rosicky, ça serait, enfin, c'est toujours pareil. Tu fais référence au joueur. Rosicky, il faisait quand même plus triper que Mertesacker. Après, Mertesacker a été mis en place au club sur la partie académie, a mis des choses en place parce qu'il a quand même récupéré aussi un dossier qui était un peu complexe. Mais est-ce qu'il a pas été, est-ce que Mertesacker, il est pas là, il n'était pas là déjà à la fin de l'ère Wenger? Je crois que si, hein. En Je termes sais. de... Non, ça vous parle pas? Faudrait que je recherche ça. Mais j'ai l'impression que Pas. Mertesacker, ça fait un bon petit bout de temps qu'il est au club maintenant. Après, la problématique, c'est si on doit gérer un mercato de crise en janvier, aujourd'hui, on n'a personne. Bah, on a Jason Aito avec toute son équipe derrière. Ok. Enfin, hey, Raoul, à ces postes-là, Oui, Jonathan. ils sont pas irremplaçables. Hein. C'est pas parce que tu coupes qu'il y en a une tête qui part que tout s'écroule derrière. Non, Il y a non, une équipe, mais bien ils sûr, sont une dizaine à bosser. C'est je pas. suis entièrement d'accord. Mais tu m'enlèveras pas l'idée que ce début de saison, il pue, excusez-moi, je vais dire le gros mot de la journée, ce début de saison pue quand même la merde en termes de résultats sportifs, en termes de ce qui se passe en interne, etc. Messieurs, faut quand même qu'on se dise. Alors après, c'est pas être un footix ou un mauvais supporter, etc. Je vais pas dire qu'on est en crise, mais euh, je vais sortir 2 secondes Bah, du cadre du sujet de cet épisode. 2 points sur 12 en championnat dans les 4 derniers matchs. On produit de la merde. On n'est pas bon. En Ligue des Champions, quand on arrive à gagner, on gagne, mais vraiment en grattant, en grattant, en grattant. On gagne contre Paris 2-0, mais Paris, ils sont encore plus éclatés que nous cette année. À un moment donné, à quel moment on va se dire que ce qui se passe depuis le début de saison n'est pas normal? eh ben, on va le dire dans Je, l'épisode. On va le dire dans l'épisode bilan qu'on est du dernier censé mois qui vient de enregistrer, s'écouler. qu'on cherche du monde. Mais oui, mais ouais, après, je vais me calmer parce que c'est vrai que ça me rend un peu dingue. Du coup, ouais, donc un profil similaire pour toi, mais Arteta compatible pour toi, Corentin. Ouais. Jonathan, toi, tu disais un profil qui viendrait contrecarrer finalement ce qu'était Edu avec peut-être de nouvelles idées, etc. Mais est-ce qu'il a le Voilà. temps? Alors, de toute façon, il faut garder. Enfin, c'est important dans une équipe d'avoir des gens qui n'ont pas peur de se dire quand on n'est pas d'accord. Enfin, c'est important. On ne peut pas, on veut pas avoir des yes man de partout. Je suis d'accord Ça avec fait rien toi, avancer. mais la Il faut des gens qui problématique, se challenge tout en pouvant écouter l'autre. je suis d'accord avec toi, sauf que
ou à la seule différence que, à un moment donné, je vais donner un exemple. Chez French AFC, si un jour on a un litige sur l'orientation qu'on veut donner au podcast, par exemple, ou l'orientation que la rédac souhaite donner dans les articles, faire des articles un peu plus, excusez-moi du terme, putaclic, etc., etc., et que ça crée une division au sein de l'assaut. Il n'y en aura qu'un qui sera capable de trancher, c'est le président. On est d'accord là-dessus. Et à partir du moment où, par exemple, je sais pas, je reprends l'exemple là, le Corentin dit, non les gars, moi je suis contre, on garde l'audience que l'on a, mais je suis contre les articles putaclic, c'est le décisionnaire et on doit en rester là. Si, au sein de l'assaut, on prend le contre-pied et on en fait quand même, ça veut dire que le poids de Corentin dans son rôle, il n'en a plus. C'est un exemple, hein, Corentin, n'aie pas peur, il n'y a pas Oui. de. Et c'est ce qui s'est passé avec, c'est ce qui s'est passé avec Edu. À partir du moment où il dit non pour Merino et qu'Arteta dit je le veux quand même, et ben on le prend. Et ben tu as une problématique de gouvernance. Donc quel que soit le profil visionnaire, plus technique, plus financier, etc., le directeur sportif ou le directeur technique doit avoir. Arteta n'est pas à leur niveau. C'est pour ça que j'ai rappelé les rôles de chacun. Arteta, aujourd'hui, c'est l'entraîneur principal de l'équipe première. Et donc, dans l'organigramme, le directeur sportif, il est au-dessus de lui, puisque c'est le directeur sportif qui le nomme, et c'est le directeur sportif avec le board qui a la possibilité de le virer. Excusez-moi, je me suis un peu emporté là, je crois. Euh, Mais du coup, il faut trouver quelqu'un qui est le challenge. Ok, je te challenge, on met nos idées ensemble, on en discute, etc. Mais au final, la décision doit revenir au directeur sportif. Et après, si la décision n'est pas la bonne, on pourra pointer du doigt le directeur sportif sur la stratégie qu'il a voulu donner au club. Comme on pointe du doigt l'entraîneur lorsqu'il décide d'un système de jeu qui n'est pas forcément le bon, etc. Le système de jeu, on n'ira jamais attaquer Edu dans le système de jeu. Vous Et voyez ce que je veux dire? ouais, mais justement, je pense que Arteta ne laisserait jamais un joueur qui ne veut pas rentrer dans sa petite bergerie. Pour moi, c'est impensable, je pense. Dans le sens où il défend ses joueurs plus que tout et il aimerait, je pense que avoir un joueur qui ne veut pas venir perturber l'équilibre de son équipe, je pense que c'est quelque chose qui le pousserait limite à partir et qui serait une catastrophe, je pense, pour l'équipe. Non, mais enfin, c'est pas blanc ou noir après, hein. Je pense que enfin, Non, c'est rouge et blanc. il y a beaucoup de discussions à avoir derrière ça et à réussir à trouver le bon équilibre, mais à voir, à voir. Ouais, en tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge, messieurs. Et puis, on va suivre l'actualité avec attention. Et puis, forcément, la suite sera à découvrir Ouais. dans les prochains articles dès qu'on en saura un peu plus. Messieurs, je pense que le tour de la question a été fait. Je vous remercie de votre présence, de votre participation. Euh, j- les auditeurs, encore une fois, venez nous suivre sur les réseaux, sur le site internet. Il y aura forcément des articles qui vont suivre. Et puis, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis par rapport au cas Edu ou à d'autres choses sur ce podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à très bientôt sur le podcast Arsenal French Club. Messieurs, à bientôt. À bientôt. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.